Et salut tout le monde, on se retrouve pour le deuxième event que je vais débriefer. Il s'agit de l'UFC Fight Night Cub Swanson contre Brian Ortega. Alors je vous fais le débrief des prélims dans des conditions un peu particulières. À savoir que je suis en train de regarder la main card, il est 3h du mat. Mes colocs sont en train de dormir, donc je vais pas parler très fort. En même temps, je suis en train de regarder donc la main card. Là, il y a le premier combat qui commence, donc j'ai un œil sur la main card et en même temps, j'essaie de vous faire les prélims, donc c'est un peu compliqué. Mais on va essayer de faire comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, je passe rapidement sur les combats des prélims parce que c'était pas forcément ouf. Donc je vais pas faire dans le détail forcément. Alors, on commence avec le premier combat. On avait Antonio Braganeto qui était opposé à Trevin Giles, donc qui faisait ses débuts à l'UFC. C'était dans la catégorie middleweight. Donc c'était un Jiu-Jitsuka contre un striker. Donc on remarque tout de suite que Neto il bouge pas sa tête du tout. Il a la garde complètement ouverte et il encaisse des jabs tout le long. Incapable de se défendre, il est lent comme pas possible. Il réussit 2 takedowns, mais bon, pour un spécialiste du Jiu-Jitsu, ensuite il fait pas grand chose. Donc pas forcément capable d'en profiter. L'autre, donc Travis Giles, il est très bon debout. Il passe des jabs à ne plus savoir quand en foutre. En face c'est 0, donc on peut pas vraiment évaluer ce que vaut son striking. Parce que l'autre en face c'est vraiment une tanche debout, c'est horrible. Donc au final il arrive à le finaliser par KO dans le round 3. Le KO il me fait un peu penser à celui que Conor McGregor avait mis à Chad Mendes, c'est-à-dire gauche-droite et ensuite une dernière droite pour le finaliser. Donc Conor McGregor ça avait été l'inverse, ça avait été droite-gauche. Mais le KO par contre est assez sympa. Donc voilà, victoire par KO pour Travis Giles pour ses débuts à l'UFC, sympa. À voir ensuite contre des adversaires de taille. Ensuite, on avait Chris Grutzemacher contre David Ramos qui faisait ses débuts à l'UFC lui aussi en welterweight. Ramos était archi favori. C'est un champion de jiu-jitsu brésilien, mais même debout, il éclatait Chris. Son jiu-jitsu brésilien, au début, je l'ai pas trouvé si ouf sur les 2 premiers rounds parce que il en profitait pas forcément. Et ses takedowns étaient assez prévisibles. Donc dans le round 3, il réussit à prendre le dos sur un clinch. Ensuite, il l'emmène au sol et il finit par rear naked choke. Donc étranglement arrière. Bon bah voilà, idem que premier combat à voir contre un adversaire de taille. Il était favori contre un adversaire pas très bon. Il a réussi à gagner, à savoir que Chris Grutzemacher était dans le TUF 22 avec Conor McGregor. Il était dans la team Faber. Donc bon, les deux là, Chris Grutzemacher et Antonio Braganeto, les deux qui ont perdu les 2 premiers combats, eux, faut les couper rapidement parce que ça a vraiment pas le niveau. Surtout le premier qui vraiment était lent comme pas possible, qui avait aucune notion de boxe. C'est juste pas possible. Ensuite, on passe au troisième combat. Alejandro Pérez face à Yuri Alcantara en bantamweight. Donc, alors attendez, juste je check mon micro, ouais, c'est bon. Donc, Alejandro Pérez face à Yuri Alcantara en bantamweight. On va voir qu'il y a eu énormément de combats de bantamweight cette nuit. Donc là, on a enfin un vrai combat, j'ai envie de dire. Pas trop de prise de risque, mais vraiment des 2 combattants techniques. Les deux se connectent à la fin du 3e round. Au final, c'est une décision unanime pour Pérez, mais c'était assez serré quand même. Quoi qu'il en soit, les deux sont complets, avaient vraiment une garde, étaient assez vifs, donc rien à voir avec les 2 premiers combats. On avait 2 vrais combattants de MMA, ça s'est ressenti, et voilà. Donc même si Yuri Alcantara a perdu, on espère le revoir plus tard. Et Alejandro Pérez, bah bien joué à lui, je lui souhaite bonne chance, même si les deux n'ont pas été étincelants. Ils sont techniques, il n'y a pas de raison pour eux que ça se passe mal pour la suite. Alors ensuite, on passe au combat suivant, donc Frankie Saenz contre Merab Dvalishvili en bantamweight encore une fois. Donc Merab Dvalishvili faisait ses débuts à l'UFC. Ça c'était alors un vrai combat aussi, mais bon, très brouillon. Ça prend des risques et ça se touche bien. Sainz lui touche bien avec des genoux en clinch sur le round 1. Sur le round 2, Dvalishvili, alors j'arrive pas à prononcer son blast, je suis désolé. Dvalishvili il enchaîne les takedowns, mais il fait rien car Sainz est puissant et se défend bien au sol. A savoir que Dvalishvili réussit au moins 4 takedowns dans le round 2. En gros, bon bah pour résumer le combat, c'était de la bagarre debout qui était équilibrée.
Le clinch, c'était Frankie Saenz qui le dominait, avec des genoux et des coudes en sortie. Et pour ce qui était du sol, c'était énormément de takedown pour Merab Dvalishvili. Le combat était assez chiant. Les gros coups sont pour Saenz, mais Merals marque le plus de points avec ses takedowns. Au final, split décision pour Frankie Saenz. J'ai pas compris, parce que bon, ok, il met les gros coups, mais beaucoup de points sont scorés par Dvalishvili avec les takedowns. Donc décision étrange, quoi qu'il en soit, les deux combattants étaient très brouillons et n'ont pas montré forcément grand chose. Donc alors attendez juste, je suis en train de regarder ce qui se passe en direct. Bon, ok. Non, c'était pas ouf. Donc bon, les deux ont pas montré grand chose, on s'en fout un peu de son combat au final, c'était pas dingue. Le suivant est bien plus intéressant par contre. Carl Jones de Thomas, un Philippin de 21 ans, donc le plus jeune de la carte, qui faisait ses débuts à l'UFC face à Alex Perez, qui était très très largement favori et qui faisait également ses débuts, encore une fois en bantam. Alex favori très jeune également, hein, 25 ans seulement. Round 1, Alex Perez tente une North-South choke. North-South choke qu'il varie avec une guillotine pendant très longtemps. Donc il n'arrive pas à finaliser, mais c'était très technique et assez bien passé. Donc Carl John de Thomas survit, mais bon, ça a été chaud pour lui. Donc Alex Perez a géré le round de A à Z, il a respecté son statut de favori, mais Carl John de Thomas s'est bien défendu. Dans le round 2, Alex Perez fait un takedown très tôt, il passe en side control, il le ground and pound. À un moment il arrive à prendre le dos, il continue son ground and pound assez sale. Et il finit ensuite par un magnifique Darce choke. Alors ça j'ai adoré parce que c'était très risqué. Il avait le dos, il pouvait continuer à du ground and pound comme un bourrin, mais il a préféré tenter un Darce choke hyper technique. Je vous conseille d'aller le voir. Donc assez risqué quand même parce qu'il avait le dos, mais il préfère pivoter avec les jambes et choper le bras pour étrangler. Donc magnifique. Il est très intéressant ce jeune, le Philippin n'a que 21 ans, donc lui il a le temps de progresser, je me fais pas de soucis pour lui. Voilà, combat très, très sympa, finalisation très jolie, très 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 jolie même j'ai envie de dire. Et voilà, à voir pour la suite. Ensuite on avait Luke Sanders face à André, alors là j'ai peur d'écorcher le nom, Sukamtas, qui avait pris le combat en short notice, ce dernier encore une fois en bantamweight. Alors pendant le round 1, Sanders met la pression, il touche énormément debout, il domine le clinch contre la cage. Donc vraiment là on se dit que Sanders ça va être du pain béni pour lui et que même si... alors je regarde en même temps le combat qui est à l'écran, je suis désolé parce qu'il commence assez fort. Donc on se dit que même si Sanders n'arrive pas à terminer tout de suite, ça ne saurait tarder. Et là sur le round 2, sur un contre, on a André Sukamtas qui touche très très durement Sanders avec un crochet en contre, un crochet du droit. Ensuite il le ground and pound et l'arbitre s'interpose, même si Sanders semblait pas complètement out. Donc magnifique victoire pour André qui à la fin explose complètement et est en pleurs. On peut le comprendre, il avait pris le combat en short notice, il était pas loin de se faire couper s'il perdait. Et il arrive à finaliser son adversaire contre toute attente. Hein. Donc magnifique victoire. Et alors ensuite on termine avec le dernier combat qui avait lieu. Et je fais une petite pause parce que là je vois que à l'écran ça part complètement en live. Le combat, là c'est Morales contre Lopez que je suis en train de regarder. C'est un combat de malade. Oh putain. Attendez, je mets pause, je reviens. Oui, excusez-moi messieurs, donc j'étais en train de regarder la fin du round parce qu'en fait c'est un combat vachement intéressant qui est en train d'avoir lieu. Donc j'en étais au dernier combat, Alexis Davis contre Liz Carmouche, donc la numéro 10 bantamweight face à la numéro 11. À savoir qu'elles s'affrontaient pas dans leur catégorie habituelle, elles s'affrontaient en flyweight, donc la nouvelle catégorie qui a été créée suite au TUF qui a eu lieu il y a de ça une semaine. À savoir qu'Alexis Davis est une des rares combattantes à avoir battu l'actuelle championne bantamweight, donc Amanda Nunes. Les deux faisaient leur début en flyweight, donc au round 1, Davis cherche le clinch non-stop,
On a un magnifique takedown de Liz Carmouche, un Morote Soinage pour les connaisseurs en judo. Donc vous allez vite remarquer au fur et à mesure des débriefs que j'aime bien le judo. Ça se relève, mais double leg de Carmouche qui se retrouve dans la garde. Davis, très souple, qui était collé contre la cage, arrive à isoler un bras de Carmouche avec un triangle de jambes qu'elle n'arrive pas à verrouiller, mais c'était vraiment pas loin. Carmouche survit de peu à ce round. Le double leg, on peut dire que c'était pas très malin parce que face à quelqu'un qui est à ce niveau-là en jiu-jitsu, se retrouver dans la garde, c'est pas forcément ouf. Dans le round 2, il se passe pas grand chose, on a un balayage de Davis en début de round, elle reste au-dessus tout le long, enfin pendant 4 minutes, et elle n'est pas très active, donc voilà, elle domine ce round, on peut dire. À la fin, on a un Osotogari de Liz Carmouche qui est vraiment sympa. Donc on remarque quand même que Carmouche a un très bon judo. Et à noter aussi qu'elle est vraiment meilleure en striking, elle domine très largement les débats debout. À la fin du round d'ailleurs, du round 2, Davis a un sacré œuf sur la tronche vraiment assez hard, qui me faisait penser à celui qu'avait eu Yair Rodriguez lors de son combat contre Frankie Edgar. Donc vraiment un gros œuf sur la tronche au niveau de l'œil gauche. Dans le round 3, alors là on a un sacré round dans le round 3. Carmouche très au-dessus debout au début du round, elle l'enchaîne vraiment de manière sale. Pour survivre, Davis elle se jette au sol en emmenant Carmouche dans sa garde et elle arrive encore une fois à isoler un bras. On croit que c'est terminé, mais Carmouche la soulève et elle la pilonne par terre 2 fois, donc elle l'écrase 2 fois pour la faire lâcher. Incroyable. Davis part sur une Kimura sur la fin, on se dit que c'est peut-être fini encore une fois, mais en fait elle la renverse finalement au lieu de finaliser la Kimura, elle la renverse, passe au-dessus et finit en ground and pound sur les 10 dernières secondes. Round de malade franchement, si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez-y. Tandis qu'à l'écran, la baston entre Morales et Lopez continue. Je suis désolé de vous faire un débrief dans ces conditions, mais bon, demain j'ai pas mal de trucs à faire et il faut absolument que je vous débriefe les prélims ce soir, enfin cette nuit plutôt. Au final, ce qui se passe entre Davis et Liz Carmouche, c'est une split décision pour Davis. Alors au début, moi j'étais vraiment choqué et j'étais pas d'accord du tout, mais en y repensant, c'était vraiment très très serré, donc je sais pas trop. Dites-moi vous ce qui vous voyez plus. Au final, moi je ne saurais pas dire si les juges se sont trompés. Au début, je pensais que oui, mais en fait, les tentatives de soumission de Davis ont été tellement bien faites et tellement bien pensées que je pense que c'est ça qui lui a donné la victoire. Donc voilà, on a terminé avec les prélims, la main card a déjà commencé en direct, on est dans le round 2 entre Morales et Lopez. On se retrouve pour le débrief de cette main card, ce sera un peu plus posé et dans de meilleures conditions, donc je ferai peut-être un peu plus long. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à bientôt les gars, ciao ciao.